Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver à partir du plateau de Cap Digital. Nous avons aujourd'hui une nouvelle session de notre série sur la résilience dans le secteur des industries culturelles et créatives. Et nous allons aujourd'hui aborder le sujet des musées, de la médiation, de l'évolution de cette médiation dans le cadre de la crise sanitaire. Voilà. Alors, notre webinaire sera décomposé en 3 parties. Nous aurons tout d'abord la présentation par la Caisse des dépôts d'un appel, d'un AMI, je sais plus. Bon, enfin, vous aurez la précision tout à l'heure, sur le financement de projets numériques liés au patrimoine pour la création de sociétés de projets. Nous aurons ensuite une première table ronde avec 3 musées qui nous expliqueront ce qu'ils ont mis en place justement depuis un an pour conserver le lien numérique avec leurs visiteurs. Et puis une 3e session où là nous regarderons des dispositifs innovants ou également la mise en place de structures innovantes, et en l'occurrence une qui justement a été sélectionnée dans le cadre de l'appel par lequel nous allons commencer. Voilà. Alors, on a sur le plateau une modératrice à qui je passe la parole et qui va... Ah ben non, oui, vous pouvez annoncer... Enfin, je veux bien, mais je crois qu'il y a quelque chose... Oui, alors, on a un petit souci de réseau avec notre première intervention. Donc, du coup, on va peut-être basculer. Voilà, c'est ce que j'avais. Je le pressentais. Vous pressentiez, non mais ça c'est un art quand même. Ouais, voilà. Ça c'est la force de Cap Digital, ils sont en avance ça, sur le mouvement. C'est la boule de cristal. Mais oui, bien sûr. C'est Donc la force voilà, du numérique, ça. À vous. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Blochtani-Dam, je suis la rédactrice en chef du magazine toutelaculture.com, mais je voulais tout d'abord remercier Cap Digital pour avoir mis en place ces tables rondes cet après-midi et m'avoir invité à modérer. Alors à mes côtés, d'abord en ligne, nous avons Scarlett Greco, qui est chef du service numérique à Paris Musée. Bonjour. Bonjour. À côté de moi, genre dans la vraie vie, in real life, comme disent les jeunes, nous avons Antoine Amarijon, qui est responsable des projets numériques pour le Centre Pompidou. Bonjour. Bonjour. Et un peu plus loin de moi, là-bas, au loin, Anne Prugnon, qui est directrice des éditions et du transmédia pour Univers Science. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Alors ma première question, juste pour, déjà, avant de peut-être pas commencer par une question, mais peut-être commencer par... faire un point sur le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'offre numérique en excluant totalement, c'est assez ironique, tout ce qui se passe de numérique dans les musées. Parce que pour chacun de nos intervenants, le numérique est très présent dans chacun des musées. C'est-à-dire quand on va au Centre Pompidou ou quand on va à la Cité des Sciences, évidemment qu'on a des tablettes numériques sur lesquelles on peut tapoter. Mais ce n'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux et des sites Internet, donc à l'ère Covid, post-Covid, en espérant qu'elle soit vraiment post. Alors, ma première question, et je vais commencer par Paris Musée, c'est déjà que vous nous disiez, c'est quoi Paris Musée? Parce que ce n'est pas qu'un seul musée. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre institution? Paris Musée est l'établissement public qui gère les 14 musées de la ville de Paris, de 12 musées et 2 sites patrimoniaux dans lesquels... Pardon, un petit retour écho. Donc c'est l'établissement public qui, du coup, à la fois... excusez-moi, je reprends. Pardon. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Vous m'entendez bien? Ok, super. Donc on a un établissement public avec le service numérique de Paris Musée qui gère tous les dispositifs numériques dans les différents musées, que ce soit sur place dans les musées, mais aussi les dispositifs numériques qui sont en ligne. Donc c'est vraiment tout le numérique qui se met en place dans les musées de la ville de Paris. Merci. Même question ici. Je vous en prie.
Alors pour la présentation du Centre Pompidou, donc c'est un centre pluridisciplinaire. On a tendance à penser que ça se cantonne aux musées ou aux expositions, mais pas que. C'est un centre aussi de design industriel, historiquement. Et du coup, outre les expositions, le musée, il y a aussi différentes formes d'art qui peuvent être du spectacle vivant, du cinéma, des ateliers, des débats. Et du côté d'Universcience, alors ça veut dire quoi, Universcience? Universcience, c'est le regroupement de la Cité des sciences et de l'industrie, du Palais de la Découverte, et puis aussi d'un tiers-lieu numérique en ligne qui s'appelle le blog.fr, dont je vous parlerai, j'imagine, tout à l'heure. On va parler intensément. Alors, allons maintenant qu'on sait qui parle et de quoi on parle, on va pouvoir poser la première question qui est un peu un retour sur un passé quasiment immédiat. Je voudrais qu'on me racontiez qu'est-ce qui s'est passé entre mars 2020 et mars 2021, chacun dans vos institutions. Donc le point de vue numérique, c'est qu'est-ce qui s'est passé en gros sur les réseaux sociaux et sur les sites web. Est-ce qu'il y a des choses qui sont nées de l'épidémie où vous vous êtes dit bon, il faut qu'on s'y mette, ou alors qui étaient déjà là finalement? Comment vous avez prolongé les choses pendant cette année très, très particulière. Alors, je vais faire dans le désordre. On va commencer par Universcience, tiens, ensuite Antoine, et puis vous, Scarlett. Anne, je vous en prie. Alors bon, c'est vrai que, comme je le disais, nous, à Universcience, ça faisait longtemps qu'on avait une offre en ligne dédiée qui est sur le blog.fr. Donc c'est une offre de vulgarisation et aussi d'actualité scientifique où on traite un ensemble de sujets de manière hebdomadaire. Donc on avait cette présence-là, et puis on avait aussi un certain nombre de nos productions numériques, celles qui sont dédiées à nos expositions, qu'on pouvait aussi mettre en ligne sous forme de ressources. Et on avait déjà depuis très longtemps aussi pris l'habitude de capitaliser sur toute notre programmation événementielle en proposant des replays de nos conférences et de différents événements. Donc vraiment au moment du premier confinement, pour ne pas perdre du tout le lien avec nos publics, la première chose qu'on a fait, c'est déjà de rééditorialiser ce qu'on avait déjà dans les placards, entre guillemets, sous le terme « La science est là », avec une éditorialisation mensuelle, avec un thème mensuel sur lequel on allait justement remettre au goût du jour les productions qu'on avait déjà en poche. Et en parallèle, on s'est quand même dit que c'était peut-être pas spécialement ça là où nos publics nous attendaient, parce que l'image que nos publics ont des lieux comme la Cité de la Science et de l'Industrie ou du Palais de la Découverte, ce sont des lieux sur lesquels on a des expositions extrêmement... Pardon de vous couper, mais cette attente, c'est quelque chose que vous avez senti ou vous avez enquêté là-dessus? En fait, non, c'est plutôt nous, notre projection, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un lieu... où les publics viennent voir des expositions spectaculaires, un petit peu immersives et expérientielles. On sait aussi que notre valeur ajoutée, c'est dans la médiation, la démonstration, le rapport, le questionnement, et puis dans tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage par le faire. On propose énormément d'ateliers, on propose énormément d'activités pratiques, et aussi des manips. Et donc on a essayé de réfléchir aussi comment on allait pouvoir traduire cette typologie d'offres et de qualité d'usage qu'on pouvait Quand vous dites des manips, c'est des expériences concrètement. Oui, voilà, c'est le petit jargon pour parler de dispositifs mécaniques avec des leviers sur lesquels on agit, etc. Donc cette qualité d'usage était difficile à traduire par nos pratiques de production habituelles, qui étaient plutôt celle de la vidéo, celle du reportage écrit, du carrousel d'images, enfin ce genre de choses-là. Donc la réflexion qu'on a menée quand même, c'était comment amener cette qualité d'usage. Et la première expérience a été de proposer au moment de l'ouverture prévue de l'exposition temporaire Jean. Donc on avait une exposition temporaire qui était prête. On était là, on était prêt à la lancer. Et on a prévu d'en faire une sorte de visite en ligne. Donc on a filmé un parcours au sein de l'exposition. Et puis ensuite, on a invité les médiateurs à pouvoir proposer une lecture en direct à un petit groupe de visiteurs, et pour pouvoir avoir les questions-réponses à la fin de la visite, etc. Donc ça, c'était la première... Des visiteurs qui étaient présents dans l'exposition ou qui étaient en ligne? Non, qui étaient en ligne avec nous. Donc ça a été la première offre vraiment dédiée qu'on a créée pendant... on a aussi créé un ensemble de petites vidéos de choses à faire chez soi, comment faire les manips chez soi.
On a aussi proposé pas mal de projets participatifs sur les réseaux sociaux, comme un projet qui s'appelait Dessine-moi les sciences, par exemple, où on proposait aux visiteurs de dessiner autour d'une thématique, et puis ensuite on avait des médiateurs qui commentaient derrière les offres. Donc en fait, l'ensemble des offres qu'on a essayé d'inventer, c'était celles qui pouvaient ramener un petit peu cette dimension participative. Et ça, tout en continuant à en faire l'activité qu'on avait habituelle, par exemple celle du blob, pour ajouter à la difficulté. Sinon, c'est pas rigolo. Sinon, c'est pas rigolo. On s'est aussi posé quand même des questions de modèle économique, et on a voulu être un petit peu expérimenté sur des questions de tarification de nos offres. Donc on a aussi commencé à imaginer un ensemble d'offres qu'on pouvait avoir payantes. Donc la visite en ligne dont je vous parlais a été payante. On a poursuivi les expérimentations autour de toute notre activité événementielle. Donc on a proposé un ensemble d'événements pareils, hybrides, sur lesquels il y avait des ateliers et des conférences qui pouvaient être payantes. Est-ce que vous avez trouvé finalement que c'était plus de travail que d'habitude, même au niveau des équipes à mobiliser? Est-ce que c'était plus difficile de travailler comme ça, quasiment 100% en ligne, y compris même du point de vue des bureaux? C'est-à-dire que vous n'étiez pas forcément ensemble tout le temps avec vos équipes, j'imagine? Ça a été un challenge au quotidien, surtout comme je dis, on a continué aussi à l'activité habituelle. Donc mais après, bon, on en reparlera, hein, mais sur le bilan. Mais le bilan viendra après. Voilà, soyez patients. Exactement. Alors, du côté du Centre Pompidou, Antoine Imarijon, même question sur cette année folle. Alors pour nous, indéniablement, la période a été un formidable accélérateur de transformation numérique. On a eu la chance, finalement, dans cette période, dans ce malheur, de ne pas avoir été vraiment pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'on avait démarré déjà une stratégie digitale avec un virage numérique dès 2018, sur une stratégie en 3 ans. Et du coup, on est arrivé en 2020 avec l'atterrissage de la plupart de nos projets. Donc on avait déjà identifié une centaine de chantiers à peu près, je ne vais pas tous les lister. On aimerait bien, mais on n'a pas le temps. On n'aura pas le temps. Mais qui arrivaient à ce moment-là. Donc au moment où le confinement a été annoncé, on a pu réagir très vite, et en 48 heures, on a transformé notre site internet en plateforme de contenu numérique. Et là, pendant 1 an, tous les projets qui, pour la plupart, étaient prévus, mais pas tous, je vais y revenir après, devaient arriver, ont pu alimenter cette plateforme au fur et à mesure, ce qui nous a permis du coup d'offrir un contenu numérique à nos publics, à nos visiteurs, et même maintenir une forme de lien social et d'écoute sociale. Donc vous, pour le coup, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un endroit que vous prenez à bras-le-corps, quoi. Oui, ça fait partie des éléments justement qui faisaient partie de nos chantiers. C'était se renforcer auprès de la communauté. Donc pendant cette période, on a atteint des seuils symboliques. Donc on a eu 700 000, on est à 700 000 abonnés sur notre page Facebook. Félicitations. On a dépassé 1 million d'abonnés symboliques sur Instagram. Et on s'en sert non pas seulement pour une forme de communication extérieure, mais comme je disais, vraiment aussi pour une écoute sociale, c'est-à-dire pour écouter, être attentif à nos publics, comment ils vivent aussi la période, et pouvoir répondre en tout cas avec une offre culturelle. Donc vous avez des exemples, parce que j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, toujours pendant la période avant la réouverture, avant la semaine dernière, quoi. Par exemple, on a lancé beaucoup de projets et les réseaux sociaux servaient de diffusion de ces projets et pouvoir voir comment réagissaient aussi nos publics. Donc pour donner un exemple, le principal projet qu'on avait pendant cette période, c'est une refonte du site internet qui était déjà dans les tuyaux. On aime bien l'expression dans les tuyaux au Centre Pompidou, si vous me permettez. Hyper grave. Et en fait, dans cette refonte du site internet, qui était un peu vieillot, on avait prévu plusieurs modules. En fait, au-delà d'une refonte, il s'agissait de plutôt 4-5 refontes où on a lancé des nouveaux modules, c'est-à-dire un site complètement pensé pour l'utilisateur, responsive, donc pour que les utilisateurs puissent le consulter aussi depuis leur mobile. On a mis à disposition les 120 000 œuvres de la collection. Donc chacun pouvait aller consulter, voir les œuvres, trouver des informations, éventuellement des podcasts qui pouvaient être associés pour certains. On a lancé également un magazine en ligne, donc un magazine qui encore aujourd'hui est alimenté de 3 à 5 articles chaque semaine, qui est au cœur de nos stratégies pour avoir une volonté aussi de
donner une information de qualité, éditorialisée, avec une approche journalistique. On a également lancé un espace vidéo, une plateforme vidéo où on peut sélectionner nos vidéos les plus pertinentes aussi, qui peuvent intéresser le plus nos publics et le mettre à disposition. Tout ça, ça a été des éléments nouveaux et du contenu numérique. C'était des projets qui étaient déjà dans les tuyaux. Mais au-delà, on a lancé également, donc pour vous donner aussi quelques chiffres, on a lancé un MOOC qui était notre 4e MOOC, qui a eu un succès mais phénoménal sur Elles font l'art, sur l'histoire justement des femmes artistes dans l'art moderne et contemporain. Et ça a été un succès encore plus qu'espéré, c'est-à-dire avant même le lancement du MOOC, on était déjà à plus de 30 000 préinscriptions. Donc on a pu atteindre avec notre offre de MOOC aujourd'hui plus de 120 000 inscrits. Donc on y reviendra après sur le bilan. Évidemment, ça permet d'écouter, de se rendre compte des choses et de se dire bon, là il y a quelque chose, il faut qu'on puisse continuer de proposer ces offres-là. Outre ça, on a fait une première expérience de réalité virtuelle où on s'est essayé à ça c'était pas prévu avant, pouvoir s'immerger dans les 3 Bleus de Miro, et ça a été aussi un franc succès, un peu plus de 40 000 visiteurs, et encore aujourd'hui qui vit sa vie. Prisme 7, un jeu vidéo à destination plutôt des collégiens pour justement avoir cette mission de démocratisation, d'accès à l'art pour tous, et pouvoir aborder l'art à travers un jeu vidéo, surtout que les parents étaient plutôt contents qu'on puisse proposer une activité ludique et pédagogique. Et on a vu surtout une explosion de l'engagement de nos communautés. Donc pour répondre aussi à la question initiale, par exemple sur YouTube, on a eu des pics avec des audiences qui faisaient 10 fois en termes de vidéos ce qu'on pouvait faire auparavant. Le nombre d'abonnés sur notre chaîne a augmenté de près de 600%. Donc c'était quelque chose qui était... Pour vous, ça a vraiment accéléré ce qui était préexistant. Qui était préexistant, qui serait arrivé parce que c'était aussi un travail en amont, il y avait un travail aussi dans l'ombre et on arrivait à ce moment-là, mais on a atteint nos objectifs beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé, et ça nous a permis aussi de réfléchir à la prochaine stratégie de qu'est-ce qu'on va faire aussi maintenant. Donc on avait ça, et on avait, même en termes d'engagement pour les réseaux sociaux, par exemple sur cette période-là, on a eu 5 fois plus de partages en moyenne de nos posts sur Facebook, ce qui veut dire 5 fois plus d'engagement. Et même question, au niveau des équipes pendant cette année-là, est-ce que ça a été un moment de travail plus difficile, même si les choses étaient prévues, finalement, de travailler comme ça, tout en ligne? Alors je dirais différent. Alors ça a été un challenge, parce qu'effectivement on s'est retrouvé entre guillemets sous le feu des projecteurs, parce que là où il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est qu'entre le début du confinement et la fin du confinement, la fréquentation sur notre site internet n'a quasiment pas baissé. C'est-à-dire que même au bout d'1 an, on était à peu près à 85-90% du nombre de visiteurs qu'on avait avant la pandémie. Or, presque 100% des gens qui venaient sur notre site venaient pour acheter un billet. Mais là, on n'en vendait plus. Donc, conclusion, toute cette fréquentation, c'était des publics qui venaient exclusivement pour découvrir et pour pouvoir consommer, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais l'offre culturelle et l'offre culturelle en ligne. Génial. Et du coup, ça a été challengeant, évidemment, parce qu'on était toute la preuve que la culture est essentielle, finalement. La culture était essentielle, et c'était notre devoir aussi de service public. Et là, le numérique nous a servi justement à pouvoir remplir notre devoir en tant qu'institution et de service public, de pouvoir donner accès à l'art, à la culture, à une époque, là, en plus, à une période où les gens étaient demandeurs et il y en avait vraiment besoin. Pour le coup, c'est une mission que vous partagez tous les 3. C'est là. Oui. Oui, nous, on a observé exactement la même chose, c'est-à-dire que pendant la première vague de dédiarisation de nos contenus, ça nous a permis de faire exactement la même bascule, c'est-à-dire qu'on a gardé exactement une fréquentation similaire avec juste une bascule. C'était pas la page de préparation à la visite qui était la plus consultée, mais bien évidemment les contenus qu'on avait de nouveau remis en ligne au goût du jour. C'est assez dingue ça. Pour le coup, je suis assez surprise de la réponse et ça me fait très plaisir, du perso. C'était une grosse surprise là-bas, pour nous aussi. Au loin, en ligne, du côté de Paris Musée, on vous a pas oublié. Pareil, même question, comment s'est passée cette année un peu délirante tout de même? Eh bien, dans la même lancée que mes
dans la même lancée que mes collègues, on a bien évidemment, on avait déjà un certain nombre de dispositifs en ligne qui étaient disponibles et qui ont été largement consultés, plus en tout cas que d'habitude, des visites 360, des visites destinées à des jeunes publics, à des publics éloignés. On avait également une visite en réalité virtuelle de l'atelier d'Antoine Bourdelle qui était disponible sur les stores. Mais ce qu'on a vraiment remarqué, ce qui me semble être important à soulever aujourd'hui, c'est cette capacité des internautes à s'approprier nos collections à travers le portail des collections de Paris Musée et la fonctionnalité, l'open content que nous avons mis en œuvre le 7 janvier 2020, donc quelques temps avant de passer en fermeture totale, et un nombre d'images téléchargées sur l'année 2020. Donc l'open content, c'est la possibilité donc de télécharger sans restriction des images de nos œuvres, sans restriction de droit, hein, à toute fin possible, donc commerciale également. Et donc on constate plus de 2 millions d'images téléchargées, hein, par les internautes en 2020. Une consultation vraiment très très forte de ce site internet qui intègre aussi des fonctionnalités de création d'expositions virtuelles, de création de parcours thématiques autour de corpus d'œuvres. Et on parlait tout à l'heure du coup d'éditorialisation. Toute cette éditorialisation aussi qui a été mise en œuvre par les équipes des musées a été largement consultée, bien sûr avec des pics de fréquentation qui étaient énormes en mars, avril, mai, et aussi en septembre, octobre et novembre. Donc les actions qui ont vraiment été mises en œuvre de notre côté face à la pandémie, c'est une intensification de la mise en ligne d'images. Aujourd'hui, en janvier 2020, on avait 100 000 images libres de droit accessibles en téléchargement open content. Aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, on est à 282 000. Donc ça fait partie des actions vraiment nées de la pandémie, renforcement, bien que ce soit prévu, on avait vraiment à cœur de pouvoir toujours proposer plus pour que les visiteurs puissent s'approprier vraiment les œuvres, les collections des musées de la ville de Paris. Et bien évidemment, ça passe par aussi les réseaux sociaux, comme vous le citiez tout à l'heure. Et puis en parallèle, vous parliez un peu de ça, pardon de vous couper, mais comme vous n'êtes pas avec moi, est-ce qu'elle m'entend? On a mis en œuvre d'autres actions, hein, en renforçant les œuvres qui sont disponibles en ligne en gigapixels aussi, hein, et éditorialiser ces contenus. Et puis d'autres projets de streaming en ligne, de mise en ligne de cours d'histoire de l'art qui étaient existants. Donc créer des accès, des façons d'accéder au contenu différents, à distance, et on se rend compte qu'aujourd'hui finalement ce sont des façons d'accéder au contenu qui vivront au-delà de la pandémie, puisque on touche un public beaucoup plus large quand on le rend accessible en streaming. Et c'était un projet, et c'est un projet de streaming payant, donc les cours d'histoire de l'art, les paris de l'art. Et puis bien sûr tout ce qui est des nouvelles pratiques d'accès au contenu, podcast et double numérique. Je réactive le son parce que je m'entendais en écho. Donc on se marre en fait parce que je fais ça depuis tout à l'heure parce que évidemment c'est un petit peu journaliste, mais j'ai envie de vous relancer parce que vous disiez un truc qui était hyper intéressant. Tout ce que vous dites est évidemment hyper intéressant, et pareil que pour nos amis qui sont à côté de moi, je suis ébahie en fait d'entendre que ça n'a pas été un effondrement, mais bien au contraire. Et ça, c'est une nouvelle merveilleuse. Mais en fait, quand vous avez commencé à parler des réseaux sociaux, j'aurais bien aimé vous attraper au vol. Parce que ce qui m'interroge avec Paris Musée, c'est que c'est une institution, mais 14 lieux. Je voulais savoir comment vous avez travaillé justement pendant cette année-là. Est-ce que chaque musée a son propre réseau, et est-ce qu'il propose des choses différentes? J'ai un peu la réponse en vrai, mais je veux bien que vous racontiez, vous. Oui, les musées ont tous des réseaux propres.
je coupe le son. Ils ont tous des réseaux, donc certains sont sur plusieurs réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. D'autres sont que sur Facebook et Twitter. Ils n'ont pas tous un compte Instagram. Et puis, ils ont donc ces comptes sont administrés par les musées. Et puis, on a aussi des comptes Paris Musée qui sont des comptes Instagram, Twitter et Facebook qui sont administrés par la community manager de Paris Musée et qui travaille. Cette community manager travaille bien sûr avec les équipes musées autour de tous les plans de communication, les stratégies digitales pour relayer. Donc il y a vraiment un travail fin qui est fait entre les community managers, les chargés de communication qui ont rôle de community manager dans les musées et la chargée d'éditorialisation web à Paris Musée. On travaille toujours comme ça entre services centraux et musées. Merci. Alors, on va passer au deuxième temps, qui est le temps d'aujourd'hui et du futur. On en est où maintenant? Et fort de vos expériences heureuses, j'entends, de cette année cataclysmique pourtant, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous jetez? Qu'est-ce qui va se passer finalement maintenant? Qui veut commencer? Peut-être Anne Prunion, directrice des éditions et du transmédia à Universcience, je le rappelle. Déjà, ce qu'on a appris, c'est notre capacité à nous mobiliser vraiment dans ce temps de crise et cette volonté de tous les collaborateurs au sein d'Universcience de continuer à assurer leur mission. Et je pense qu'on a une très très grande fierté de ce qu'on a réussi à produire, malgré le fait que, contrairement à mes collègues, nous n'avions rien dans les tuyaux. C'était quand même un peu compliqué. Bravo. Du coup, on s'est quand même positionné sur une posture de prise de risque, et une posture de prise de risque assumée, qui nous a quand même permis de re-questionner un certain nombre de présupposés, tels que nos méthodes de production, tels que la lisibilité ou pas de nos offres, tels que quels sont nos publics en ligne réellement. Et surtout, ce qu'on a voulu challenger, comme je vous le disais auparavant, c'est cette posture du tout gratuit pour la culture en ligne, quoi. Donc je pense que vraiment les points sur lesquels on a envie de continuer à explorer, c'est ces questions-là, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est au tout début de ce questionnement. Donc après 6 mois, un an d'offres en ligne, mais 6 mois de nouvelles offres en ligne, on va dire, on commence à avoir un tout petit peu les résultats de les retours d'usage et les résultats de ce qu'on a proposé. Et donc l'écran marqueur, c'est bien évidemment que ça nous permet de toucher un public éloigné déjà. Et pour ça, ça renforce aussi notre mission sur ces questions-là. Ça permet aussi de toucher peut-être un public qui est différent de celui qui fréquente nos lieux. Donc on s'est quand même aperçu que les publics en ligne et les publics in situ, c'était pas spécialement les mêmes, surtout par rapport à des lieux comme la Cité de la Science et de l'Industrie, qui sont et du Palais de la Découverte, qui sont des lieux effervescents. Et du coup, un certain nombre de nos publics en ligne ont peut-être apprécié aussi le côté un peu plus calme et sur leur propre temporalité des offres qu'on proposait. Après... Mais est-ce que, par exemple, vous imaginez des formes mixtes? Par exemple, pendant les vacances scolaires, je sais que vous avez mis en place des ateliers formidables. D'ailleurs, il y avait plein de manips qui arrivaient chez les utilisateurs. Est-ce que vous imaginez des formes mixtes où ces ateliers auraient lieu en vrai à Paris et également chez les gens? Alors là, on l'a fait. Nous, on l'a déjà testé, surtout au cours d'événements. Et par contre, là, ça fait partie des apprentissages où on s'est dit qu'en fait, c'était pas spécialement une bonne idée. Parce que le rapport que peut avoir un médiateur à animer une salle et le rapport que le médiateur a besoin d'animer une collection de petites vignettes, Zoom, en fait finalement c'est pas la même dynamique et que les qualités sont plus faciles quand on cible une typologie ou l'autre de public. Par contre, on se pose aussi des questions parce qu'on a quand même travaillé beaucoup sur les médiations à destination des classes. Et là, c'est pareil. Là, on a des enjeux d'audience qui sont au fond de la classe, à l'avant de la classe. Comment on est capable de faire des médiations à distance pour un groupe scolaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on veut continuer à explorer. On veut continuer à explorer les formats. On veut continuer à explorer les formats qui marchent et on veut aussi continuer à explorer les formats qui marchent un tout petit peu moins pour savoir si notre stratégie d'offre en ligne, elle est pour la diversification des publics ou si c'est des stratégies, au contraire, de consolidation des publics déjà existants.
Et puis le second point, c'est de continuer à explorer toutes ces questions de monétisation, comment déconstruire cette idée de la culture gratuite. C'est en ligne, donc c'est gratuit. On sait qu'aujourd'hui, il y a des plateformes de contenu qui sont en train de tout écraser. Netflix, faut pas citer, mais... La pub gratos, c'est des gens qui ont voilà, besoin. On va pas faire de la pub gratos pour des concurrents, mais la question, c'est de trouver quel est le modèle économique qui va nous permettre d'assurer une transition. Et je pense que c'est là où c'était très intéressant. C'est-à-dire que c'était des questions que de toute façon, il fallait qu'on se pose. Et peut-être, le moment là c'était un petit coup d'accélérateur. La presse écrite, on a vu, il aura fallu 10-15 ans pour assurer la transformation, et encore. Et je pense qu'il était urgent que les institutions muséales se mettent dans la même dynamique et commencent à mener cette réflexion de fond. Merci, je vous rejoins tellement. Antoine Imarijon, responsable des projets numériques au Centre Pompidou. Alors du coup, sur la question de qu'est-ce qui va se passer maintenant avec le numérique. C'est surtout, donc, qu'est-ce que vous avez appris? On a compris, vous avez appris que ça marchait bien cette histoire, que c'était une bonne idée finalement d'avoir mis ça en place dès 2018, que c'était bien, que ce tuyau allait bien, qu'il était large, qu'il était bien. Donc finalement, qu'est-ce que vous gardez de ce moment-là? Comment ça va évoluer? On va garder quand même beaucoup de choses. On va continuer sur cette lancée-là. Après, on va pas se mentir, on a vu un débat aussi à un moment sur Internet qui était est-ce que le virtuel va remplacer la visite en physique? Nous, on est très clair là-dessus. Bien sûr que non. C'est clair que bien sûr que non. Et c'est un tel crève-cœur, ces Matisse qui étaient enfermés pendant des mois qu'on ne pouvait pas aller voir, c'était horrible. Donc on a pu faire une visite en ligne, mais évidemment c'était pas la même chose. Donc non, on peut pas remplacer quoi qu'il arrive. En revanche, nous on voit vraiment le numérique, donc on va continuer, on va pouvoir aller encore plus fort. On veut aller encore plus fort sur les prochaines années, et on voit le numérique comme un outil, un complément, un moyen d'aller briser un plafond de verre. Un moyen d'aller proposer des nouvelles expériences qu'on ne pourrait pas faire. Je donne un exemple. On a fait un partenariat avec Google Art and Culture l'année dernière sur toute l'œuvre de Kandinsky qui a été extrêmement bien documentée. On est très satisfait de ce partenariat-là, et on a pu créer, notamment grâce à Google, une visite d'œuvres de Kandinsky en réalité augmentée, en pocket gallery, à pouvoir voir dans son salon avec son téléphone portable. Ce sont des œuvres que physiquement il aurait été impossible de rassembler dans une seule pièce. Donc ça permet un complément, vraiment pas un remplacement. Et au-delà de ça, ça nous permet aussi d'aller toucher des gens qui auraient peut-être à tort, je ne vais pas dire une autocensure, mais une forme parfois d'illégitimité par rapport à l'art. Et justement, là, pour nous, c'est un formidable vecteur à aller chercher. On se dit que, bon, avec les réseaux sociaux, avec les contacts, avec les stratégies multicanales, avec tout ce monde qu'on essaie de toucher, en particulier les plus jeunes, on essaie vraiment de viser les gens entre 18 et 35 ans aussi, qui avaient un peu tendance du coup à déserter un petit peu. Vous vous êtes rendu compte d'ailleurs que la gratuité n'était pas forcément la solution, parce que pour les moins de 26, dans tous vos lieux, c'est souvent jusqu'à 18 ans c'est gratuit, et après c'est facilement gratuit, et ça ne suffit pas à les faire venir. Pas toujours, effectivement pas toujours. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on peut pas encore donner de retour parce qu'on vient de rouvrir et on en est très content, et pour l'instant on savoure cette réouverture parce que c'était extrêmement émouvant de voir les gens qui arrivaient à 11h à la réouverture. Mais on touche des gens qui ne seraient pas venus forcément, et là on va pouvoir le voir. Et on y croit beaucoup, qui serait dit je me sens pas légitime à aller au musée, mais là comme j'ai vu des œuvres aussi sur Instagram par exemple, comme j'ai fait des expériences, tiens cette œuvre de Matisse par exemple que j'ai vue plusieurs fois, bon, j'ai envie d'aller la voir en vrai. Et j'ai le droit de le faire surtout. Et j'ai le droit de le faire. Ça c'est un combat, mais c'est un combat qui va aussi dans le monde du théâtre beaucoup. Et on s'autoriser à. Ouais. Et on s'est rendu compte que même maintenant la majorité de nos visiteurs, donc plus de 55% de nos visiteurs sur notre nouveau site internet ont entre 18 et 34 ans. Well done. Donc on se dit que c'est une bonne voie, mais il y a encore des choses à aller chercher, et on va y aller. Notamment, je fais juste un peu de teasing, mais sur des formats un peu hybrides de médiation
en essayant de travailler avec un chatbot, une intelligence artificielle qui permettrait aussi de visiter différemment. Si on peut. On a hâte. Il y a des manips aussi au centre Pompidou. On essaie et puis bon, pour l'instant on savoure cette réouverture et ça nous donne encore plus envie d'aller développer de nouveaux projets. Vous avez raison. Hein. Alors du côté de Paris Musée, est-ce qu'elle m'entend? Oui, je vous entends. Donc la question c'est maintenant, c'est finalement. On va donc bien sûr je rejoins tout ce qui a été dit, hein, bien sûr, les questions de monétisation, bien sûr. Nos cours d'histoire de l'art, on travaille là sur la nouvelle saison des cours d'histoire de l'art et il est impensable qu'elle ne soit pas en streaming. On veut donner accès, tel qu'on a donné accès toute cette année-là à cette saison à distance. Et l'objectif, c'est vraiment de continuer à développer les publics, de donner accès à des personnes qui n'auraient pas forcément eu accès ou qui pourraient avoir accès, et de les inviter à consulter ces contenus et surtout de visiter le musée s'il le peut. Donc vraiment, cet objectif-là de développer les publics et donner accès à des lieux ou donner envie de visiter des lieux est primordial. Au niveau des projets, on envisage par exemple de donner accès à la maison de Victor Hugo qui est située sur l'île de Guernsey, puisqu'il y a un des sites de Paris Musée qui n'est pas situé à Paris et qui est donc la maison de Victor Hugo, sa maison d'exil à Guernsey. Et on aimerait donc donner accès à Hauteville House avec toute une narration, toute une scénarisation en réalité virtuelle qui permettrait donc à la fois de raconter cette histoire, l'importance de la scénarisation et de l'éditorialisation, la façon dont on raconte, dont on présente le propos autour des collections, des lieux est vraiment, vraiment très important. Donc on veut renforcer ça. On voit bien dans le projet qui sera présenté dans la prochaine table ronde un projet qui est éditorialisé et qui est vraiment vraiment scénarisé plutôt séduit beaucoup plus parce qu'on s'en souvient. Donc on veut continuer à développer des expériences qui soient disponibles aussi à distance et qui donnent envie aux visiteurs de visiter ou simplement de lui donner accès s'il peut pas y accéder. Et puis bien sûr continuer à envisager des doubles numériques, des contenus qui sont disponibles sur site, qui permettraient aux visiteurs donc d'accéder au contenu et répondre à d'autres problématiques du musée que sont aujourd'hui fluidifier gérer un flux de visiteurs dans une exposition, c'est pas simple. Quand on a une grande table tactile qui est formidable, très riche, mais peut-être parfois trop riche, on va, je pense, de plus en plus travailler sur cet accès à distance, mais peut-être pas toujours dans une version différente. Pourquoi pas travailler sur des versions qui soient similaires à ce qu'on peut avoir aussi sur place. En parallèle, bien sûr, de toute cette question de monétisation. Tout cela est complémentaire finalement. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir fait la transition avec la table ronde suivante. Je crois que notre temps est écoulé. Je voulais vous remercier. Tous les trois. Je te demandais combien on était. Anne Prugnon, merci beaucoup. Scarlett Greco, merci beaucoup. Et Antoine Marichon, merci beaucoup. Et on a hâte de vous suivre en ligne, mais également d'aller dans vos musées en vrai, puisqu'ils sont tous ouverts. On peut le rappeler, allez-y. Enfin, vous pouvez aller en ligne avec votre téléphone à la main dans les musées. On a aussi le droit de faire ça. Et faire des photos et les poster sur Instagram en les taguant. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci Amélie. Je rappelle que tu es rédactrice en chef à Toute la Culture. Voilà. Exactement. Voilà, je vois que Monsieur Pierre Abba, je le revois sur notre écran de contrôle. Donc, on avait un petit souci de réseau et nous allons pouvoir commencer la présentation de l'AMI Culture, Patrimoine et Numérique. Et voilà, et je rappelle que Monsieur Pierre Abba, c'est le responsable de projet à la Caisse des dépôts sur cette AMI. Voilà. À vous, Pierre. Merci pour cette invitation et merci à toute l'équipe.
Alors, il faut parler de cet appel à manifestation d'intérêt, donc qui est un peu décalé peut-être par rapport au thème strict de ce webinaire. Je suis donc Pierre Abba, je travaille au département de transition numérique à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires, à la Caisse des dépôts. Alors, je sais pas, je n'ai pas de retour sur les planches que vous montrez, mais je vous invite à passer Ça y est, elles sont directement en à la ligne, porte. vous devriez les Voilà. voir. Ok, bah écoutez, je ne les Voilà, vois nous pas sommes sur encore, la mais c'est pas slide des grave. 5 Normalement, métiers si du vous les voyez, très bien. Un des 5 métiers du groupe, c'est la Banque des Territoires. Vous pouvez passer peut-être à la suivante, qui résume ce que fait la Banque des Territoires, puisqu'elle propose conseil et financement, donc des prêts aux acteurs territoriaux que sont les collectivités locales, les organismes de logement social, les entreprises, pour tout ça pour faciliter la réalisation de leurs projets. Si vous passez à la diaponte, on rentre sur l'une des missions aussi de la Banque des Territoires, c'est en fait une partie de la gestion du programme des investissements d'avenir. Le PIA, ce sont des fonds de l'État, donc en l'occurrence la Banque des Territoires gère des fonds qui ne sont pas des fonds propres de la Caisse des dépôts, mais des fonds de l'État. On parle donc d'un mandat confié par l'État. Donc au sein de ce PIA, pour gérer une partie des sujets du PIA, nous sommes une équipe de 4 avec Gilles Dufaux, Lisa Charlagian, Manon Ayala, mais je pourrais citer aussi qui accompagne pour nous occuper aujourd'hui de l'appel à manifestation d'intérêt. Vous pouvez passer sur la planche suivante, la numéro 6, et même la 7. L'appel à manifestation d'intérêt, culture, patrimoine et numérique. Alors, historiquement, il y avait eu, il y a une dizaine d'années, un premier appel à manifestation d'intérêt qui avait été dans le cadre du PIA et qui était orienté plutôt du côté des établissements publics pour la numérisation, alors sous forme plus de dotation, c'est-à-dire de subventions et de prêts. Et en particulier la Bibliothèque nationale de France, la Réunion des musées nationaux, le SPIDou avait bénéficié de cette ligne de financement, mais également des acteurs privés comme Gaumont. Et puis, donc, plus récemment, en 2016, début 2017, a été lancé ce nouvel appel à manifestation d'intérêt, qui lui est orienté uniquement sur l'investissement. Et par investissement, j'entends bien l'investissement au sens de prise de participation au capital d'une société. L'idée, c'est de rapprocher l'investissement public et des acteurs autour d'un projet qui va la culture par des innovations permises par le numérique, des innovations pouvant être techniques ou de modèles économiques ou d'usage ou autres. Alors, si on passe à la diapositive suivante pour ne pas traîner, il faut, alors pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt, il faut au moins un acteur privé. C'est-à-dire, l'acteur public n'est pas indispensable au capital de la société, associé au projet de remontée de droit ou en tant que client éventuellement, mais au sein de la société de nos investissements, il faut forcément au moins un acteur privé. Et une des conditions d'intervention d'ailleurs par la Banque des Territoires, donc pour le compte de l'État, c'est d'être ce qu'on appelle pari passu avec un autre investisseur. Pari passu, j'entends que notre investissement au même moment, à la même valorisation et avec le même instrument financier, fonds propres ou quasi-fonds propres, titres, comptes courants ou bien obligations convertibles par exemple. Donc les conditions d'investissement sont les mêmes qu'un autre investisseur. Et la Caisse des dépôts prend une part de la société qui est de l'ordre de 30%. Ça peut être un peu moins, un peu forcément une part minoritaire au capital de la société.
également, notre investissement, enfin, il s'agit forcément de projets assez ambitieux puisque notre investissement doit être au minimum de 1 million d'euros. Et comme on prend une part minoritaire au capital de la société, ça veut dire que cette société est valorisée au moins de l'ordre d'euros. Donc, bon, vous voyez que c'est un projet quand même assez important. On est sur les perspectives de rentabilité économique parce que on doit agir en investisseur dit avisé, sinon on peut être rattrapé par la patrouille que peuvent être la Cour des comptes, l'audit interne ou la Commission européenne. Alors le déroulement pour quelqu'un qui souhaite poser un dossier en réponse à la manifestation d'intérêt, de prendre contact avec nous, d'avoir une rencontre pour vérifier une sorte de prééligibilité du dossier, et puis après de le dossier sur la plateforme Chapitre public. À ce moment-là, on rentre dans une première étude du dossier avec une analyse un peu sommaire et une audition devant un comité puisqu'en fait, notre équipe, elle est d'instruire les dossiers. Ce n'est pas elle qui prend la décision d'investir. C'est un comité avec plusieurs ministères autour de la table. Donc, première étape, passer le cap de l'éligibilité, c'est-à-dire est-ce que le projet valorise bien la culture, le patrimoine par des moyens numériques? Est-ce qu'il y a des perspectives de rentabilité a priori suffisantes avant analyse détaillée du plan d'affaires? Ce genre de choses qui est analysé au stade de l'éligibilité. Et puis si le comité donne un feu vert, on rentre dans une phase d'instruction détaillée avec une analyse précise du plan d'affaires, des scénarios, des négociations sur la valorisation et sur la gouvernance, c'est-à-dire les droits des différentes parties au sein de la société. Et puis on passe une deuxième fois devant le comité qui vaut pour finaliser le dossier. Donc la phase de finalisation qui fait voilà, quelques semaines pour lever d'éventuelles réserves, réaliser des audits et puis rédigation juridique. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, mais assez rapidement, vous connaissez les chiffres du secteur de la culture et du patrimoine. Et si on passe encore à la diapositive et même à celle d'après, vous avez représenté les gens que nous avons déjà réalisé, sociétés dans lesquelles nous sommes entrés. Aujourd'hui, on a déjà réalisé 13 investissements pour un montant total par l'État qui est de l'ordre de 25 millions d'euros, donc ce qui fait entre 1 et 2 millions d'euros projet. Alors, on nous demande souvent de préciser le type de société auquel nous sommes rentrés et accompagnés. En fait, il faut voir que chaque projet est vraiment très différent des autres. On a quand même essayé, et vous le voyez sur cette planche, de répartir ces projets un peu par grande catégorie. Vous avez à gauche la partie, on va dire, immersive. Par exemple avec Grand Palais Immersif, mais je crois que Roy pourra en parler de la prochaine table ronde. On a aussi dans le domaine de l'audiovisuel des projets de vidéo à la demande. Dans la partie livre et histoire, on a par exemple social autour de la lecture qui s'appelle Glyph. Dans la partie spectacle vivant, on est rentré au capital de la société Qu'est-ce qui tourne, qui propose en fait une relation entre les publics, les coureurs et les proposales pour proposer, optimiser la et les relations, la prestation de spectacle. Et puis dans la partie musique et son, on a aussi pas mal de projets. Par exemple, celui de la saline par la saline royale. Donc la saline royale d'Arc-et-Senans, qui est un lieu magnifique où a été installé
des masterclass de musique classique. Nous sommes organisés des masterclass de musique classique depuis la fin de l'année dernière, des masterclass données par des grands noms de la musique, et ces masterclass destinés à être proposés en ligne à un public de musiciens très professionnels entier. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez que je développe d'autres points ou je peux répondre. Non, mais je pense que Pierre, c'est déjà très bien. Je voulais juste vous lire une question que nous avons reçue pour vous. Est-ce qu'avec un ticket d'entrée à 1 million d'euros sur l'investissement initial, il y a un nombre de projets énorme, alors il y a marqué de projets potentiels qui ne sont pas éligibles? Voilà. Oui. Oui, c'est vrai. C'est une question de Jean-Charles Bétrancourt. Voilà. Beaucoup considèrent à juste titre que ce ticket de 1 million d'euros minimum pour la part de l'État est vraiment assez... c'est vrai, mais il faut voir qu'en matière d'investissement, il y a quand même comment dirais-je, une certaine lourdeur de toute la phase d'instruction, d'analyse, qu'il est difficile de mobiliser tout ce qui est nécessaire pour faire un bel investissement, qui sont alors on est en train de réfléchir à d'autres possibilités ou des types, mais il faut que la banque d'investissement, par exemple, a un programme qui est assez proche d'une autre, et la banque publique d'investissement accepte des tickets plus bas à partir de 300 000 euros. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'on va pouvoir, à moins, parce que je n'ai pas reçu d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, Pierre, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. J'espère qu'elle va générer des propositions que vous pourrez recevoir. Voilà. Et je rappelle que la Caisse des dépôts, Banque des territoires, est un des opérateurs qui lancera au nom de l'État un certain nombre d'appels dans les mois à venir sur le secteur des industries culturelles et créatives. Et donc, je pense que que nous reviendrons sur ces sujets. Je n'en ai pas parlé, mais il s'agit effectivement plus de subventions que d'investissements. Et oui, il pourrait y avoir des choses intéressantes. Voilà. Mais ça nous laissera l'occasion de revenir et d'avoir une nouvelle édition. Donc merci beaucoup Pierre, et nous allons maintenant pouvoir accueillir la table ronde suivante. On va retrouver Roy Amit, qui est le directeur général du Grand Palais Immersif. Et justement, le Grand Palais Immersif, c'est une société de projet qui a été montée dans le cadre de cette AMI. Nous aurons également dans cette table ronde Nino Sapina, qui est cofondateur et président de la société Realcast, et société c'est une des entreprises qui est membre de Cap Digital, qui a d'ailleurs été lauréat d'appels comme l'InnovUp Proto de la région Île-de-France. Mais aujourd'hui, Nino nous présentera un certain nombre de dispositifs, et puis notamment celui qui a beaucoup fait parler, qui est au Musée de la Libération de Paris. Mais je garde ça pour après, parce que nous allons tout de suite enchaîner avec Monsieur Roy Amit, et qui va pouvoir justement reprendre la balle au bond qui lui avait été adressée ou envoyée par Monsieur Pierre Abba. Voilà, à vous Roy. Bonjour, merci, bon après-midi tout le monde. Oui, de prendre la balle, simplement pour dire en 2 mots, de présenter Grand Palais Immersif, qui est donc filiale de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui a été structuré dans ces cadres-là de l'AMI et du PIA, si on utilise les différents acronymes, pour monter une nouvelle activité au sein donc du groupe RMN, qui prolonge et développe
l'activité de la production et de la diffusion des expositions à forte dominance numérique. Donc on a pu faire des premières expériences dans ce domaine, bien qu'on a intégré dans notre stratégie notamment celle de la production des expositions, le numérique, depuis longtemps. D'ailleurs, en parenthèse, j'étais ravi d'écouter les premières tables rondes et d'attendre et d'écouter les collègues des musées qui développent enfin un certain nombre donc, des outils, donc des médiations et des interfaces digitaux avec le public. Donc nous, si j'ose dire, on y était engagé il y a bien longtemps, et dans ce sens-là, on a fait déjà un certain type donc des expériences d'intégrer le numérique au cœur même de la proposition de l'exposition. Donc en fin 2016, pour ceux qui se rappellent, on a pu présenter Site Éternel au Grand Palais. C'était une expo au sujet des sites détruits par Daesh à l'époque. Et grâce à des technologies numériques, à la fois des captations, mais aussi des restitutions, on a pu créer un nouveau format de cette exposition, de l'exposition tout court. Depuis, ce nouveau format a beaucoup développé et développe toujours. Il y avait d'autres expos qui étaient faites sur le même sujet, notamment à l'Institut du monde arabe, puis bien évidemment ouverture de l'Atelier des Lumières à Paris. Cela a confirmé, a conforté notre réflexion sur l'axe stratégique que propose ce nouveau format, et on a cherché les bons cadres pour les faire émerger. Et donc le PIA nous a fourni, on connaissait Pierre depuis le PIA 2, quand la Caisse a investi dans notre projet France Collection 3D, et on a pu donc, au bout d'un process assez long, créer cette filiale à la fois avec la Caisse des dépôts, mais aussi avec Vinci Immobilier comme actionnaire de la boîte. Pourquoi Vinci Immobilier? Je pense que c'est intéressant de partager cette vision, cette raison qui naît par une partage d'une vision commune de la place que ce type d'équipement culturel devrait prendre dans le futur aménagement urbain. Et donc c'est cette nouvelle type donc des formats des contenus, à l'occurrence des expositions, trouvera un lieu, enfin des lieux au sein de l'urbanisme de demain, d'où l'intérêt d'un investisseur privé de faire partie, je dirais, de cette société projet, comme a été mentionné. Donc aujourd'hui, la boîte est créée depuis la fin de l'année dernière et commence ses activités. On a pu faire un certain nombre, depuis Site Éternel dont j'ai parlé, d'autres types de proof of concept, hein, de ces formats, notamment l'exposition Pompéi qu'on a présentée au Grand Palais l'été dernier, entre les deux confinements en fait, et qui a permis de nouveau de valider un certain nombre de choses, hein, au-delà de la validation des outils de production éditoriale, des narrations, etc. Ça a aussi permis à valider un certain intérêt des publics et du fait que, d'ailleurs, malgré des conditions limitatif de l'accueil des publics, on a pu accueillir plus de 200 000 personnes cet été. Impressionnant, Roy. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous développez, en fait, vous lancez des appels d'offres pour trouver des entreprises qui vont réaliser ces contenus, ou vous internalisez la création de ces contenus? Alors, une production d'une exposition pareille
comme d'ailleurs n'importe quelle exposition, c'est un travail en commun de beaucoup de personnes, des talents, des professionnels, des différentes horizons. C'est une œuvre d'abord composite, hein, une exposition de cette nature, et qui fait appel à beaucoup des intervenants externes. Enfin, externes, je dirais intervenants tout court. La structure Grand Palais Immersif, d'ailleurs, comme les départements des expositions, des productions de l'ARMN, ce sont des équipes, donc des producteurs. En finale, hein, on est très peu nombreux, et on agit dans ce sens-là, sur cet aspect-là, comme n'importe quel, j'ose dire, producteur qui fait appel tout d'abord à des talents, qui conçoit, qui imagine, qui développe des différentes typologies, donc des contenus et des propos. Et on s'entoure bien évidemment avec des professionnels des différentes natures, à la fois technologiques, techniques, mais aussi bâtimentaires, des constructions, etc. Donc c'est vraiment une orchestre qui est en fine assez étendue, dans laquelle nous on joue vraiment le rôle du producteur d'une part, et d'autre part sur les sites qu'on gère nous-mêmes en tant qu'exploitants. Mais là, du coup, on gère vraiment les métiers de l'exploitation, donc l'accueil de public sur les lieux de l'exposition. Oui. Et quand vous avez donc produit une exposition, elle a vocation après à tourner dans les différents sites de l'ARMN, voire peut-être à l'international? Alors, c'est pas aussi de l'ARMN, on n'a pas défini, l'ARMN, on n'a pas des sites en propre, au-delà des grands palais et quelques autres, aujourd'hui grands palais éphémères, mais on a, en effet, ce type donc, de format des expositions a une vocation d'itinérer à la fois à l'international, sur des lieux qui sont désireux et capables d'accueillir un type de format de cette nature, mais aussi sur le territoire, dans des nouveaux lieux qui se restent à développer. Très bien. Alors, on reviendra pour d'autres questions un peu plus tard. Je vais passer la parole maintenant à Nino Sapina de la société Realcast. Nino, donc c'est une entreprise que vous avez créée maintenant il y a à peu près 4-5 ans, si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous expliquer aujourd'hui justement quelle stratégie vous développez et que vous proposez à des musées sur évidemment la thématique de la médiation numérique, de la nouvelle médiation, bien sûr. Alors, un petit souci de micro. Oui. Ça, c'est l'effet quand tout le monde connaît. Excusez-moi. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter la société d'abord. Donc, Realcast a été créé en 2017. Nous sommes deux cofondateurs principaux qui venons de jeux vidéo. Donc, nous avons vraiment une longue carrière dans le jeu vidéo, notamment chez Ubisoft. Nous avons travaillé sur les jeux comme Just Dance et Lapin Crétin. Et nous avons toujours été, je dirais, à la recherche de nouvelles façons d'interagir avec le public, déjà dans le domaine des jeux vidéo. Et donc, l'arrivée des technologies immersives et leur je dirais, accélération de ces dernières années nous a poussé à créer cette société et donc de proposer de nouvelles formes d'interaction à travers la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Donc, c'est les trois termes qui sont un peu les technologies sœurs et qui permettent au fait aux utilisateurs de voir le monde virtuel et de le mélanger avec le monde réel de différentes façons, que ce soit les téléphones, que ce soit les casques, ou que ce soit complètement en virtuel en fonction de la situation. Et donc, notre but était vraiment de proposer ça au plus grand nombre, et donc les lieux culturels nous semblaient les plus adaptés, puisque les lieux culturels, par définition, s'adressent au plus grand nombre. Et donc, nous avons commencé à développer les expériences avec différents musées. Notre première expérience, c'était avec le musée Quai Branly. C'était en 2018, à l'époque, c'était l'expérience la chasse aux fantômes d'Asie, Enfer et fantômes d'Asie. Et notre expérience, c'était la chasse aux fantômes d'Asie.
Et donc, on a permis aux visiteurs de cette exposition de chasser les fantômes d'Asie dans la bibliothèque des Quai Branly. Et c'était une assez grande réussite. Et donc, ça nous a vraiment montré qu'il y a un énorme potentiel et que le public des musées est intéressé par les nouvelles formes de médiation et que voilà, qu'il y a une vraie demande. Donc, nous avons continué. Donc, il y avait le projet Chamarande avec Kinovop que tu as cité, Stéphane. Donc, c'était une expérience en Île-de-France dans un château. Du coup, on a créé une expérience qui permet aux visiteurs de construire le château à terre et acier de façon collaborative. Donc, c'est une autre façon d'aborder l'immersion mais à chaque fois, en fait, le but, c'est de permettre aux utilisateurs de s'approprier l'expérience et de participer à l'expérience. Et donc, là, on a fait quelques autres, mais là, je vais passer à l'expérience Insurrection 1944, qui est, je dirais, qui est un peu la référence dans le domaine pour nous. Et je pense dans le domaine, parce qu'on a vraiment mis beaucoup de moyens pour permettre aux visiteurs de rencontrer les hologrammes des résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a créé au Musée de la Libération de Paris, avec Paris Musée. Donc, on a beaucoup travaillé avec Scarlett Greco, qui était intervenante précédemment. Et donc, ils avaient un besoin de créer une expérience dans un lieu qui était très particulier, donc qui était à 20 mètres sous terre, qui avait très peu d'objets à montrer, donc un lieu vide. Et donc, le besoin était de pouvoir représenter ce qui s'est passé dans ce lieu sans les moyens, je dirais, physiques. Et donc, notre solution était vraiment, je dirais, idéale pour ça. Et donc, on a mis la barre assez haut en termes de challenge technique et créatif, puisque on a créé une expérience qui dure presque une demi-heure, qui couvre 400 mètres carrés de cet espace, qui est un espace labyrinthique en plus. Il y a plusieurs pièces, il y a des couloirs, on peut s'y perdre. Et donc, on a créé un système de guidage où, en fait, vous êtes accueilli par un soldat virtuel qui est, en fait, un acteur qui est scanné. Une petite coupure, de réseau. Voilà, on a une petite coupure de réseau. Vous si tu peux m'entendez ? reprendre juste ta phrase. Vous m'entendez ? Ça y est, on t'entend bien. Voilà. Donc, je disais, dans le processus créatif, on a utilisé les vrais acteurs. Donc, on a fait un casting. On a utilisé les costumiers, enfin tous les métiers, je dirais, du cinéma pour retrouver les modèles qui correspondaient au scénario. Et on a fait des captations en photogrammétrie des personnages. On a fait des captations de mouvements pour leurs gestes, pour leur marche, leur façon de parler. On a fait des captations aussi d'expressions de visage. Donc, tous les acteurs ont fait leur texte avec une caméra 3D en face pour capter tout ce qui Oui, vous avez créé de véritables librairies d'expression pour l'ensemble des acteurs qui ont été intégrés dans les contenus. En fait, on peut voir dans les présentations que vous avez faites, qu'on peut retrouver sur Internet, que vous avez utilisé des dispositifs avec plusieurs dizaines de caméras pour arriver à fabriquer ces contenus pour ce musée de la Libération. Tout à fait, voilà. Et donc et ensuite tous ces éléments étaient rassemblés dans une application interactive qui permet aux visiteurs en fait de naviguer dans cet espace et de rencontrer différents personnages et du coup de vraiment vivre, enfin comme s'ils vivaient en fait en 1944 dans un rôle de journaliste. Donc on a défini un rôle pour le visiteur. Donc chaque visiteur a un rôle de journaliste qui doit récolter les informations pour écrire un article. Pour informer la population sur l'insurrection de Paris. Et il recroise un certain nombre de résistants, le colonel Roll. Exactement. C'est une vraie aventure. Voilà, c'est une aventure. Ouais. Et moi, je m'interroge, parce que vous utilisez des casques HoloLens, je pense qu'il y en a plusieurs dizaines, est-ce que c'est fragile et est-ce qu'il y a de la casse ? En fait, non. Alors, on a vraiment mis en place un certain nombre de choses qu'on a appris depuis qu'on fait ce type d'expérience. En fait, on met en place un médiateur, une médiatrice, qui est en charge en fait, d'installation de dispositifs auprès des visiteurs. Et donc, elle n'est pas dans la partie expérience, elle est vraiment en amont et elle garantit que le casque soit bien installé. Et en fait, les visiteurs, ils n'ont pas à se soucier de dispositifs techniques et ils sont complètement pris et guidés par le dispositif technique et puis ils reviennent au point de départ et le médiateur leur reprend le casque. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important.
Et pas de problème d'acceptation par le public ou par des personnes âgées de ces dispositifs? Pas du tout, non, au contraire, parce qu'en fait, le fait que ce soit pris en charge par une personne, du coup, ça enlève toute la complexité et toute, justement, peur technologique que certaines personnes peuvent avoir, ne pas pouvoir savoir s'en servir. Et notre système travaille vraiment avec les gestes de la main, donc on ne demande pas aux visiteurs d'apprendre un langage nouveau, d'appuyer sur les boutons ou quoi que ce soit. Donc ils utilisent leurs propres mains, en fait ils interagissent. l'HoloLens 2 permet en fait de reconnaître les gestes de la main. Donc ils peuvent saisir un stylo pour le donner à Colonel Roll, ils peuvent trouver un article sur la table pour que la secrétaire puisse le montrer où se passent les troupes américaines qui sont décrites dans l'article. Donc tout est fait de façon très, je dirais, naturelle, entre guillemets, pour le visiteur. Et donc pour le rôle de médiateur, en fait il est là pour que ça se passe bien techniquement et que du coup le dispositif, en fait, les gens ils l'oublient. Oui. Et c'est ça le but. Le but, c'est vraiment qu'ils vivent l'expérience. Pour rassurer les responsables de musées, quand vous mettez en place un dispositif comme ça, c'est le régisseur en interne qui va gérer la maintenance de ces dispositifs-là, ou il faut toute une équipe Non, en fait, il suffit d'une personne qui en fait en charge de chargement de casques, de l'installation auprès des visiteurs. Après, il y a un local où sont stockés les casques. En fait, c'est relativement simple. Et le casque, il est complètement autonome. Il ne nécessite pas d'autres matériels, des PC. Là même, on a fait cette expérience sans le réseau Wi-Fi, qui était une difficulté technique supplémentaire. Mais c'est possible aussi. Donc, tout est embarqué dans le casque. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'elle permet vraiment de transformer un lieu sans y toucher. Donc, le lieu reste intact. On peut en vivre les expériences, on peut vivre plusieurs expériences, et c'est un peu l'idée derrière cette expérience, c'est de pouvoir proposer multiples scénarios et du coup une autre façon de concevoir les expériences dans un lieu. D'accord. Puisque donc en fait, sans forcément changer les lieux. Ça demande juste d'avoir une banque d'accueil avec des prises électriques pour recharger et il n'y a rien d'autre à prévoir. Exactement. Tout à fait. C'est assez magique, mais c'est vrai que ça ouvre des possibilités du coup de concevoir des expériences multiples dans le même lieu. Et ça, c'est un peu le futur, si vous voulez qu'on parle un peu de futur. Et ça va devenir la... Voilà. On se rapproche effectivement de la fin de la table ronde, mais je vais peut-être, pour quand même qu'il y ait une sorte d'alternance, je vais poser la question à Roy avant de vous redonner le micro. Roy, alors, pour vous, le futur justement dans ces dispositifs de médiation numérique, et notamment ce que vous avez, je pense, alors identifié, ne nous révélez pas de grands secrets, mais peut-être... Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez ou vous avez envie de travailler dans les mois et années qui viennent? Écoutez, toutes les pistes qui ont été déjà évoquées, je dirais le futur est déjà maintenant. Hein, c'est une première, je dirais même pire, le futur est déjà passé. Dont à la fois par l'accélération d'une part et l'évolution l'évolution technologique et des usages. Il ne faut pas oublier, il faudra voir comment, dans le futur, on intègre mieux les problèmes écologiques et de voir comment ces questions-là, aujourd'hui, ne deviennent pas ni comme un frein, mais plutôt comme une manière de penser qui orientera nos choix. Et puis, quand j'ai dit que le futur est déjà là, j'imagine que certains d'entre vous, et sinon, vous avez vu pour l'ouverture des grands palais éphémères sur les Champs de Mars, on va tenir un premier festival dédié à la création artistique en réalité augmentée dans 10 jours, dans le week-end des 18-20 juin. Et on verra comment les artistes même s'approprient de ce type donc de technologies pour créer et comment cela s'intègre dans un parcours, bien évidemment, d'accueil des publics et de médiation.
Il faut s'inscrire avant sur Internet ou ça sera en libre accès? Oui, tout à fait. Il faut s'inscrire avant pour des raisons que vous les connaissez, mais l'entrée est gratuite. Parfait. Bon, bah écoutez, on va venir vous revoir dans 8 jours. Voilà. Et alors, Nino, est-ce que de ton côté, comment tu vois le futur? Alors, le futur à relativement court terme, et puis le futur peut-être à plus long terme. Est-ce que, par exemple, les métaverses vont à un moment s'intéresser au secteur justement de la culture, des musées Oui, bah, justement, c'est un peu dans la lignée de ce que je disais, par rapport à un lieu qui peut avoir multiples réalités, en tout cas réalité virtuelle. Aujourd'hui, tous les grandes sociétés informatiques travaillent sur ces technologies de superposer multiples couches d'informations virtuelles dans les lieux réels. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le musée va sortir aussi en dehors des murs, je dirais, et on va pouvoir créer des expériences, des visites partout, et on va pouvoir évidemment avoir un choix de ce qu'on veut voir, de ce qu'on veut, où on veut participer. Et donc ça ouvre en fait un énorme champ de possibilités pour la créativité. Et du coup, les utilisateurs, les visiteurs vont pouvoir devenir acteurs de ce qu'ils sont en train de visiter. Et donc, d'un côté, on a une capacité de proposer multiples expériences dans le musée, mais aussi en dehors du musée. Et de l'autre côté, les utilisateurs, et moi je dirais aussi les créateurs, en fait, auront la possibilité de nourrir ces multiples couches de leur création et de façon de le visiter et d'y participer. Donc c'est une démultiplication en fait de possibilités d'apprécier le réel et de voyager dans le temps, dans l'espace. Vous êtes complètement raccord avec la vision d'Antoine du Centre Pompidou qui nous expliquait tout à l'heure que, bien entendu, c'est pas parce qu'on passait à de la médiation numérique qu'il n'y avait pas de suite pour les musées. Au contraire, ça va apporter de nouveaux moyens, de nouvelles manières de raconter l'histoire, de développer la culture, d'intéresser certainement aussi les jeunes pour qui quand même la fibre numérique est un élément un peu essentiel. On l'a pas évoqué, mais c'est vrai que on a en France, dans des grands musées, quand même un public qui n'est pas tout à fait très jeune et qu'il faut aujourd'hui trouver les moyens pour pouvoir faire venir des enfants et qu'ils se passionnent pour l'histoire et la culture. Et donc ça, c'est des éléments très importants. La médiation numérique est certainement la chose la plus importante pour réussir cette transmission à venir. Tout à fait. Oui, oui. Moi, je pourrais ajouter qu'en fait, on parle des jeunes, et c'est sûr que pour les jeunes, c'est le langage, je dirais, natif, parce qu'ils sont nés avec les dispositifs numériques et ils les apprennent très vite. Mais je pense que nous, on a par exemple le Musée de la Libération de Paris, qui est une expérience permanente. On voit tout à fait les personnes âgées apprécier aussi énormément ce type d'expérience. Donc c'est aussi une façon de concevoir pour que ce soit accessible. Et donc, en fait, ça touche toutes les générations. Il n'y a pas... en fait, voilà, ça relie aussi les générations. Donc, voilà. Évidemment, ça attire les jeunes, mais en fait, ça parle à tout le monde. Oui, tout à l'heure, Roy nous parlait des projections spectaculaires à grande échelle de peinture. C'est aussi... on voit des personnes qui peuvent avoir un certain âge qui arrivent tout à fait à s'intégrer et rester, en fait... à observer des tableaux à des échelles en fait qu'ils n'ont jamais connues jusque-là, puisqu'on arrive quasiment à rentrer dans la matière de la peinture, comment elle a été organisée par les coups de pinceau. Enfin voilà, ça permet de rentrer et de s'immerger dans la peinture d'une manière encore tout à fait nouvelle. Voilà, et ben écoutez, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de cette session de Show Must Go On 4. Est-ce que vous avez quelque chose à nous rajouter avant qu'on rende les micros? Je vais regarder juste si... Qu'est-ce qu'on a? Vous avez des questions? Voilà.
Est-il possible de monter des projets culturels à l'international et associer des institutions comme le Centre Georges Pompidou? Donc c'est Nadir Tazdeh qui nous pose la question. Bonjour Nadir, architecte que nous connaissons bien chez CAP. Donc Nadir, si je comprends bien, c'est tu proposes que des structures alors extérieures au musée puissent proposer de monter des expositions avec ces musées et qui iront à l'international. C'est en numérique. J'imagine que c'est ça. Bon, ce qui serait bien, c'est d'interagir. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas de... On va supposer que c'est ça. Il y avait également une question, alors là, qui était plutôt pour Roy. Qui finance les prestations de numérisation? Est-ce la RMN ou les musées? Alors, la numérisation des collections nationales sont financées par un système de gestion publique géré par notre tutelle, ministère de la Culture. Donc, pour les collections publiques, que ce soit une numérisation en 2D ou en 3D, c'est fait dans ces cadres-là. Après, en tant qu'une agence photo de la Réunion des musées nationaux, on offre donc des services, donc des prestations à d'autres musées qui ne sont pas des musées nationaux. Vous savez, en France, la plupart des musées sont des musées territoriaux qui sont sur les territoires et pour lesquels on trouve un autre schéma dans lesquels soit il y a une subvention tierce, soit il y a une autre modalité qui permettent de faire la numérisation de certaines de leurs collections. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une envie, un souhait de souveraineté dans cette démarche par rapport à d'autres acteurs internationaux qu'on connaît, qui proposent des services à des musées? Est-ce que c'est dans votre cible d'avoir des données qui restent souveraines et françaises? Écoutez, vous appliquez une grille de lecture très contemporaine à un système qui revient de loin. Le système de la mutualisation des domaines culturels et muséals en France, elle fait partie de ce qu'on appelle l'exception culturelle et ça vient de loin. Aujourd'hui, on pourrait l'interpréter peut-être avec les concepts que vous venez d'y mettre. Il m'est difficile parce qu'après on rentre assez vite dans des questions un peu, je dirais, polémiques, de dire c'était ainsi, c'est vrai, tout ça. En tout cas, la description du système, on les trouve, je dirais, au-delà de mes fonctions, je les trouve c'est particulièrement vertueux, qui a permis d'ailleurs à la France de faire énormément dans ces domaines-là de la numérisation, pas que dans le domaine de l'art plastique, mais aussi dans le domaine de l'audiovisuel, exemple de l'INA, les autres exemples comme la BNF, donc d'autres acteurs culturels. Et c'est en effet un sujet, un actif très fort. Ouais, et d'ailleurs, je peux vous dire que chez Cap Digital, où il y a des communautés d'entreprises innovantes, l'idée de mettre en place une plateforme pour mutualiser des données, et notamment des sites patrimoniaux qui pourraient être utilisés, notamment, vous savez, sur les futurs plateaux de tournage, on appelle ça de la virtual production, ou de la production virtuelle. Et aujourd'hui, pour la France, c'est très important que par exemple des sites, alors j'en cite, on va dire alors des très très grands musées, châteaux, lieux patrimoniaux, églises, etc., ne puissent pas être utilisés de manière massive dans des plateaux complètement à l'autre bout de la planète et que ces tournages ne se feraient plus chez nous. Donc, bien entendu, dans les stratégies qui vont être mises en place, et c'est le rôle de Cap Digital d'accompagner ses membres
sur ce type de sujet, parce que nous avons un certain nombre d'entreprises qui sont spécialisées justement sur des numérisations lidar ou photogrammétriques de très vastes sites. C'est compliqué pour moi de ne pas donner de nom, parce que mais voilà, c'est des enjeux qui vont être très importants pour les années à venir et sur lesquels nous allons bien entendu accompagner les différentes structures et si possible les vôtres. Non, mais voilà. Justement, peut-être un dernier mot, l'investissement de la Caisse des dépôts et donc les programmes PIA sont exactement dans ces cadres-là. Hein. C'est comment on crée ici, enfin on muscle ce type d'industrie avec une vision à la fois des souverainetés numériques, mais aussi d'investissement à moyen et long terme. Très très bien. Bon bah écoutez, je crois que on a quasiment lancé un sujet pour plus tard, qu'on va devoir quand même rendre à un moment donné les micros à Antoine et Bastien. Je tiens à tous vous remercier, à tous les intervenants qui sont venus et qui sont encore sur le plateau, à l'arrière du plateau, vous ne les voyez pas, mais je vous remercie tous. J'espère qu'on se retrouvera et puis surtout que ça va donner l'occasion de développer des projets encore plus ambitieux, plus créatifs et qui plairont et trouveront un public. Voilà, à très bientôt et je vous rappelle qu'il y aura un replay disponible sur Internet et d'ailleurs toutes les personnes inscrites normalement vont recevoir un mail avec le lien vers ce replay. À très vite et vive la réouverture des musées. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.